Hello les experts, dans cette vidéo on va corriger le lab démarrer avec Amazon EC2 Windows. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce lab? On va tout simplement voir comment on démarre une instance EC2, donc avec des services Amazon EC2. On va voir comment surveiller l'instance EC2, comment modifier le groupe de sécurité, parce que sur l'instance EC2 on va déployer un serveur web. Et ce serveur web, il faudra qu'il soit accessible. Donc que le groupe de sécurité autorise le flux HTTP. Donc on va voir comment gérer ça. On va gérer l'état d'une instance EC2. Donc on va voir comment la démarrer, comment l'arrêter, comment la terminer. Et on va également voir comment on modifie le type d'une instance EC2. Donc voilà. Pour ce lab, on prévoit à peu près 1 heure. Donc on va faire un peu moins, mais on va quand même prendre le temps de bien expliquer pour bien comprendre le déroulé du lab et surtout d'atteindre l'objectif de savoir comment démarrer une instance EC2 Windows. Le lab se passe dans la région Irlande, EUest 1. Donc si vous faites le lab, assurez-vous d'être dans la région Irlande, sinon ça risque de ne pas marcher. Donc pour ce faire, je suis déjà connecté à la console, donc je suis dans la région Irlande, je suis connecté en tant que student, donc jusque là tout va bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des instructions et je vais les mettre à côté. Normalement, vous avez accès aux instructions, mais ça va me permettre un petit peu de pouvoir faire en regardant les instructions. Et vous pourrez déjà regarder cette correction, et puis après, si vous voulez refaire le lab en suivant les instructions, donc vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ok, donc du coup, pour commencer, les prérequis, il faut un ordinateur portable, donc ça je l'ai, avec un système d'exploitation qui tourne, donc Windows, macOS ou Linux. Personnellement, j'utilise macOS, mais ça marche sur tous les ordinateurs. Une connexion Internet, donc ça c'est ok. Et puis, effectivement, on nous dit qu'il y a certains services où il y a une restriction. Donc, potentiellement, les labs que vous faites, il y a des services qui ne sont pas accessibles, ce qui est normal. Parce que là, on va faire Amazon EC2. Donc, en ce qui concerne Amazon EC2, vous avez les permissions pour faire tout ce qui est indiqué dans le lab. Donc, s'il y a d'autres services à côté, peut-être qu'il va vous manquer des permissions. Parce que ce n'est pas dans le scope du lab. La première tâche de ce lab, c'est de lancer une instance EC2. Donc, on l'a vu en formation, hein, comment on lance une instance EC2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lancer une et on va choisir une AMI Windows. Donc, on va voir comment faire ça. Donc, on va aller dans la console Amazon EC2. Donc, il y a plusieurs façons d'y aller. On peut taper EC2 ici, ou tout simplement, si vous avez été sur la page du service EC2 il n'y a pas longtemps, donc vous allez le voir dans ce widget récemment visité. Sinon, effectivement, vous pouvez juste taper EC2 ici et sélectionner le résultat. Donc là, on est sur le tableau de bord du service Amazon EC2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur lancer une instance. Ok, donc là, on est dans la fenêtre pour lancer une instance EC2. Donc, une des premières étapes, une des premières choses à faire, c'est de donner un nom à notre instance EC2. Un nom, c'est quelque chose d'utile en fait, hein, parce que si vous avez plusieurs serveurs, ça vous permet de savoir à quoi sert un serveur que vous avez démarré. Donc un nom, c'est un tag, c'est une étiquette, hein, c'est des informations sur les ressources AWS, et un nom est une étiquette et un tag dans ce sens. Et un tag, c'est juste une paire clé-valeur. Donc là, la clé, c'est le nom, et puis la valeur, on va nommer notre instance EC2. Alors, on va le nommer web server, comme c'est indiqué dans le lab. Donc voilà, on peut tout à fait rajouter d'autres balises hein, si on le souhaite. Ensuite, l'étape suivante, l'étape 2, c'est de choisir une AMI. L'AMI, c'est le template à partir duquel on va lancer notre instance EC2. Et l'AMI qu'on doit utiliser dans ce lab, c'est l'AMI Windows Server 2019 base. Donc du coup, ici, on a les AMI qui sont les plus fréquemment utilisées. J'ai du Windows, par exemple, Windows 2022. Et donc, ce que je vais aller choisir, c'est les Microsoft Windows Server 2019 base. Donc, c'est celui-là, en fait, en l'occurrence, que je vais choisir, comme c'est indiqué dans le lab. Donc, c'est une architecture 64 bits, et tout va bien. En tout cas, il est sélectionné, on va pouvoir l'utiliser. Ensuite, l'étape 3, c'est de choisir un type d'instance. Donc, le type d'instance, on nous demande de choisir une T2 micro, avec 1 vCPU, 1 Go de mémoire. Donc, il est déjà sélectionné, donc on va le laisser tel quel. Ensuite, l'étape suivante, c'est de choisir une paire de clés. Pourquoi on crée une paire de clés
tout simplement pour pouvoir nous connecter à l'instance EC2 plus tard. Donc c'est pour ça en fait, parce qu'on va devoir se connecter à l'instance EC2 une fois qu'il aura fini de démarrer. Et c'est donc pour ça qu'on a besoin d'une paire de clés. Alors là, pour le moment, je n'ai pas de paire de clés, ça tombe bien. Dans le lab, on nous dit d'en créer une. Donc je vais cliquer sur créer une paire de clés. Je vais mettre le nom, MyKeyPair. Et ensuite, le type de paire, on laisse RSA. Et le format, on va laisser le .pem, comme c'est indiqué dans le lab. Et je vais cliquer sur créer une paire de clés. Donc voilà, il l'a téléchargé. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je vais l'utiliser un peu plus tard. Ensuite, l'étape 5, il faut configurer les paramètres réseau. Donc ça se passe ici, dans la partie paramètres réseau. Et donc du coup, on nous dit, dans paramètres réseau, il faut cliquer sur modifier. Dans la liste déroulante, il faut aller choisir le lab VPC. J'ai deux VPC, donc il y a le VPC par défaut, il y a le VPC qui s'appelle lab VPC, donc c'est celui que je vais utiliser. Et ensuite, on nous demande de choisir le subnet dans ce VPC qui s'appelle lab public subnet 1A. Donc je le choisis. Okay. Ça, on n'a rien dit dessus, donc on va laisser la valeur par défaut. Donc le fait qu'il soit activé, ça veut juste dire que notre instance EC2 aura une IP publique. Ensuite, dans le groupe de sécurité, ce qu'on nous demande de faire, c'est de saisir un nom. Donc je vais copier le nom qui est indiqué dans le lab. Voilà, je vais coller. Et donc un groupe de sécurité, hein, c'est un pare-feu virtuel qui contrôle le trafic d'une ou de plusieurs instances EC2. Donc quand on lance une instance EC2, il faut l'associer à un groupe de sécurité. Et ce groupe de sécurité va contrôler le trafic qui entre et qui sort de cette instance EC2. Et ça tombe bien en fait, hein, on est en train de lancer une instance EC2 et donc on va devoir configurer le groupe de sécurité. Donc du coup, ce que le lab nous dit, c'est que dans le groupe de sécurité, il y a déjà une règle pour le trafic RDP. Donc RDP, c'est le protocole qu'on utilise pour se connecter à distance à une instance EC2. Donc ils nous disent de laisser la règle par défaut qui autorise le trafic RDP pour n'importe quelle source, donc pour n'importe quelle IP. Ensuite, on nous demande d'ajouter du stockage. Le stockage, c'est les disques. Donc, c'est tout simplement les disques sur lesquels l'instance EC2 va aller stocker les données. Et donc, du coup, on nous demande de laisser la configuration par défaut. Donc, cette configuration par défaut, c'est tout simplement que notre instance EC2 va avoir un volume de 30 Go avec un type de volume GP2. Donc, c'est du SSD. Donc, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on nous demande d'aller dans les détails avancés. Donc, par défaut, ils sont fermés, donc on va l'ouvrir. Et on nous demande d'aller dans la partie données utilisateurs et de copier un script. Donc, les détails avancés, c'est les paramètres qui sont avancés, que la plupart du temps, on ne va pas trop utiliser. Donc, AWS les range dans cette partie-là. Mais nous, on a besoin d'aller renseigner la partie qui s'appelle données utilisateurs. En anglais, ça s'appelle user data. Et ici, grosso modo, on a la possibilité de mettre des scripts qui vont être automatiquement exécutés lorsque l'instance EC2 va démarrer. Donc, au démarrage de l'instance EC2, il va pouvoir exécuter les scripts qu'on va mettre ici. Donc, si c'est une instance EC2 Linux, ça va être des scripts shell. Si c'est une instance EC2 Windows, voilà, ça va être des scripts PowerShell. Donc je copie-colle ce qu'on nous a demandé de faire. Ce script, grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il installe un serveur web, il télécharge le code, il le paramètre, de telle sorte que quand l'instance EC2 aura fini de démarrer, on aura automatiquement un site web déployé, opérationnel et accessible. Alors, l'étape 8, c'est de lancer une instance EC2. Donc, on va cliquer sur « Lancer l'instance ». Voilà. Donc là, il nous dit que le lancement de l'instance a réussi. On peut cliquer sur l'ID de l'instance. Donc là, ça ouvre un nouvel onglet. Et on voit en effet que notre instance EC2 est en train de démarrer. Donc ça va prendre quelques minutes pour démarrer. Grosso modo, il faut attendre que l'état de l'instance soit vert, mais également que le contrôle des statuts soit également vert, que ça écrive 2 sur 2. Donc si c'est vert ici, il faut attendre que ici également, ça soit vert et que ça soit écrit 2 sur 2. Alors, on a rafraîchi et on voit que l'état de l'instance est passé au vert et que le contrôle des statuts est également vert, 2 sur 2. Donc, ça a pris plusieurs minutes pour que ça passe au vert. Hein. Et donc là, notre instance, elle a fini de démarrer, elle a terminé de démarrer. Et donc, ça veut dire qu'on peut commencer à l'utiliser. Et si on sélectionne notre instance qui s'appelle Web Server, on peut voir pas mal d'informations, hein, telles que
l'ID de l'instance. Donc une instance EC2 a une ID, on voit qu'elle a une IP publique, donc on avait demandé à ce qu'elle ait une IP publique, donc AWS lui a automatiquement attribué une IP publique. On voit également qu'elle a une IP privée, elle a un DNS public, donc en IPv4, elle a un DNS privé également. On retrouve le type d'instance qu'on a choisi, le VPC qu'on a choisi, etc., etc. Donc il y a pas mal de détails ici que vous pouvez regarder. Sur la partie sécurité, on retrouve le groupe de sécurité qu'on a créé et on voit que le port 3389 qu'on avait laissé sélectionné par défaut, il est ouvert. Donc ça veut dire que normalement, si on essaie de se connecter en RDP, en tout cas le trafic réseau il va passer. Après effectivement il faut qu'on ait les bons identifiants pour être connecté à la machine, à l'instance EC2. Sur la partie mise en réseau, donc on retrouve les informations sur les IP, les VPC. Sur la partie stockage, on retrouve le volume qu'on a laissé par défaut, donc c'est un volume de 30 Go. Sur l'onglet vérification de statut, on voit que tout est vert, que l'instance elle va bien, tout s'est bien passé, elle n'a pas de problème. Sur la partie surveillance, on commence à voir des métriques qui apparaissent sur l'utilisation CPU, sur le trafic réseau, donc ça permet de surveiller, de monitorer l'instance EC2. Et sur la partie balise, donc ce qu'on appelle les tags, on voit qu'on a le tag nom qu'on avait créé, donc parce que notre instance EC2 s'appelle web server. Donc on n'a pas rajouté d'autres tags. Donc voilà, jusque-là tout va bien. Si on repart sur la partie vérification de statut, donc ça c'est la tâche 2 du lab, il nous demande de regarder un petit peu la partie vérification de statut. En fait, il y a deux types de vérification. Quand une instance EC2 démarre, il y a les vérifications des statuts du système, que AWS fait automatiquement. Donc là, on voit que ça s'est bien passé. Et puis, il y a également les vérifications des statuts de l'instance. Et pareil, AWS fait ça automatiquement. Et s'il y a un problème, il le signale. Et s'il n'y a pas de problème, tout est vert. Ça veut tout simplement dire qu'on peut tout à fait utiliser l'instance EC2. Donc si c'est pas vert, ça veut dire que Amazon EC2 a sûrement détecté des problèmes susceptibles d'empêcher vos instances EC2 d'être bien utilisées. Donc voilà, c'est pour ça que AWS fait ces checks. Dans la partie surveillance, si on regarde un peu plus en détail, je vais en dire un petit peu. Donc ça, c'est basé sur un service qui s'appelle Amazon CloudWatch, qu'on verra un peu plus tard. Mais typiquement, on peut voir l'utilisation CPU. On voit que c'est monté jusqu'à 66% quand même. Oui. On peut voir que le réseau, on a un peu de trafic entrant et sortant, donc il se passe des choses. Potentiellement, il y a eu du trafic réseau, donc des choses qu'on a téléchargées automatiquement. Et je pense au script qu'on a mis au démarrage de l'instance EC2. On peut voir l'écrit des CPU, les écritures sur le disque, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Donc voilà. Donc tout ça, c'est assez intéressant de voir que c'est tout à fait possible de l'avoir. Et d'ailleurs, par défaut, on a des métriques sur l'utilisation des instances EC2. La surveillance de base, elle a une granularité de toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, les métriques sont collectées. Donc voilà, c'est un intervalle de 5 minutes par défaut. On peut tout à fait activer la surveillance détaillée. Donc si on active la surveillance détaillée, donc cet intervalle va passer de 5 minutes à 1 minute. Donc ça va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fréquent. Par contre, c'est quelque chose qui est facturé par AWS. Donc, on va avoir une meilleure visibilité. En tout cas, on va passer de 5 minutes à 1 minute. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, on le voit beaucoup plus rapidement. Mais le fait d'activer cette surveillance détaillée, ça a un coût. Donc, c'est quelque chose qui est facturé en plus par AWS. Si on va tout là-haut dans Action, comme le dit le lab, et donc on va dans Surveiller et dépanner, on peut voir le journal système de l'instance EC2. Typiquement, le journal système affiche la sortie de la console de l'instance EC2 qui a démarré. Donc ça peut être assez intéressant si on a des problèmes, une instance EC2 qui a du mal à démarrer, voilà, on ne sait pas pourquoi. Pour diagnostiquer tout ça, on peut tout à fait venir afficher le journal système et voir un petit peu ce qui s'est passé au démarrage pour essayer de résoudre le problème de démarrage ou de configuration de service. Hop, donc du coup, là, on va repartir ici, je vais repartir dans les instances, on resélectionne. Ensuite, on peut également avoir une capture de l'instance. Pareil, ça permet un petit peu d'aider au diagnostic. Bon, là, c'est un peu différent, c'est pas un journal système, donc on va voir comment ça se passe. On fait surveiller et dépanner. Et là, on était ici, journal système. Là, on va cliquer sur obtenir la capture de l'instance.
Et grosso modo, ce que AWS va nous montrer, c'est une capture de la console de l'instance EC2, si un écran lui était associé. Et typiquement, vu que c'est une instance Windows Server, on voit effectivement que voilà, ça ressemble fortement à Windows Server, parce que c'est un Windows Server. Donc si on est connecté à cette instance EC2, c'est ça qu'on verrait en fait. Donc ça permet un petit peu de voir à quoi ça ressemble. Et typiquement là, pour ceux qui sont familiers de Windows Server, on voit que c'est un écran de connexion qui est verrouillé, qui s'affiche. Ok, on va sortir d'ici, on clique sur annuler, on resélectionne. Maintenant, ce qu'on va faire, ça c'est la tâche 3, on va modifier le groupe de sécurité qui est associé à l'instance EC2. Le groupe de sécurité est dans l'onglet sécurité, donc il est là en fait. Ce groupe de sécurité contrôle le trafic qui entre et qui sort de l'instance EC2. En l'occurrence, là on voit que dans la partie règle entrante, on a une règle qui existe, donc qui autorise le flux TCP sur le port 3389, donc c'est le flux RDP. Et donc il autorise toutes les IP à passer. Et en sortie, on autorise tous les trafics vers tous les ports, vers tous les protocoles, vers toutes les IP. Donc voilà, en sortie, tout est autorisé. En entrée, il n'y a que le flux RDP, donc sur ce port-là, qui est autorisé pour toutes les IP. Le problème, c'est qu'on a installé un site web sur cette instance EC2. Et que si on laisse le groupe de sécurité tel quel, on ne pourra pas accéder au site web qui est actuellement déployé sur l'instance EC2. Pourquoi ? Parce qu'un site web, c'est un trafic HTTP ou HTTPS. Et là, on n'a que du TCP 3389. Donc, si j'essaie d'accéder au site web, ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a aucune règle qui l'autorise. Et donc, du coup, ça, on peut le vérifier. On peut aller dans Détails. On prend l'IP public. On va copier comme ça. On ouvre un nouvel onglet. On essaie d'accéder. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien du tout. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça ne se connecte pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que le groupe de sécurité ici, il n'y a aucune règle qui autorise le flux HTTP. Et donc on est dans le deny implicite, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé par une règle n'est pas accepté. Donc c'est refusé par le groupe de sécurité. Donc comment on va faire en fait pour régler ce problème ? On va tout simplement modifier le groupe de sécurité. Donc on peut cliquer ici dessus. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier les règles entrantes et on va rajouter une nouvelle règle. Et donc vous devinez déjà le type de la nouvelle règle, vu que c'est un site web, c'est du HTTP. Là en l'occurrence, c'est pas HTTPS, ça aurait pu, mais là on va faire du HTTP. Donc on va ajouter une nouvelle règle pour autoriser le trafic HTTP pour n'importe où, vu que c'est un site web, on veut que n'importe qui puisse se connecter. Et maintenant on va sauvegarder. Alors la modification d'un groupe de sécurité, c'est quelque chose qui est dynamique. Dès qu'on le modifie, c'est pris en compte en quelques secondes, et on voit ici que le site qui n'arrivait pas à se connecter, la connexion qui passait pas, automatiquement maintenant elle passe parce qu'on a rajouté la règle dans le groupe de sécurité et donc automatiquement le site web est devenu accessible. Alors la tâche 4 de ce lab, c'est de redimensionner l'instance. Le redimensionnement, c'est quoi ? Il s'agit tout simplement de changer le type de l'instance. Typiquement, si on avait choisi un T2 micro et que finalement nos besoins évoluent, peut-être parce que c'est trop petit pour la charge de travail, on peut changer la taille, donc le type de l'instance, pour aller choisir un type d'instance avec beaucoup plus de CPU ou beaucoup plus de mémoire. On peut faire l'inverse aussi. On peut partir d'un gros type d'instance avec plein de ressources, sauf qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'autant, et puis aller vers un type d'instance qui est beaucoup plus petit. Donc c'est ça le redimensionnement. En anglais, on va dire un resize. Pour redimensionner, on va fermer cet onglet, on va revenir dans la console EC2. Pour redimensionner une instance EC2, donc pour changer son type, là on est en T2 micro, on souhaite le changer, et pour le changer, en fait, il faut absolument arrêter l'instance EC2, sinon ça ne marche pas. Donc ça passe par un stop-start. Il faut d'abord arrêter l'instance EC2, changer les types d'instance, et ensuite on pourra redémarrer l'instance EC2 avec le nouveau type. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans état de l'instance. Donc c'est ici qu'on peut arrêter une instance, redémarrer une instance ou résilier une instance. Donc là, on va arrêter l'instance. Donc là, on va attendre qu'elle s'arrête. Donc elle est toujours en cours d'arrêt. On va rafraîchir. Et là, on voit que l'instance EC2 est bien arrêtée. Donc à partir de ce moment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement sélectionner l'instance EC2 pour aller changer son type. Donc pour changer son type, il faut aller dans Action. On va aller dans Paramètres de l'instance. Et ici, on a plein d'actions possibles. Nous, l'action qui nous intéresse, c'est celle-ci, modifier le type d'instance. Donc là, on a une instance en T2 micro. On va changer son type en T3 micro. Donc on va chercher le T3 micro.
Je vais chercher dans les T. T2 micro, T3 micro, il est là. Voilà. Et ensuite, on peut appliquer. Donc là, on était en T2 micro, on a dit qu'on veut passer l'instance EC2 en T3 micro, sans perdre de données, bien entendu. C'est ça l'intérêt du changement de type d'instance. On va tout simplement appliquer le changement. Et là, on voit qu'effectivement, le type d'instance est passé de T2 micro à T3 micro. Maintenant, quand l'instance va être démarrée, maintenant, elle sera en T3 micro au lieu de T2 micro. Et donc, pour démarrer une instance, il suffit juste de la sélectionner et puis d'aller dans l'état de l'instance et de cliquer sur démarrer l'instance. Voilà. Ça va prendre quelques minutes pour démarrer, donc on va attendre un petit peu. Pareil, que l'état de l'instance soit vert et que le contrôle des statuts soit également vert et indique 2 sur 2. Donc là, on a réfléchi, on voit que l'instance a bien redémarré. Donc elle est en cours d'exécution, les contrôles de statut se sont bien passés, et elle est en T3 micro maintenant au lieu de T2 micro, vu qu'on a changé son type d'instance. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se connecter à l'instance EC2 avec le protocole RDP, parce que c'est une instance Windows. Donc pour ce faire, AWS vous simplifie la vie, hein. Vous pouvez sélectionner l'instance EC2, et ici, sélectionner le bouton se connecter, si vous cliquez dessus. Et AWS vous montre les différentes façons de vous connecter à une instance EC2. Nous, la façon qu'on va utiliser, c'est avec le client RDP. Et donc, on pourrait tout à fait cliquer sur ce bouton pour télécharger le fichier bureau à distance. Moi, sous Mac, j'ai déjà une application qui me permet de me connecter à distance à une instance Windows. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Voilà, j'ai mon application qui me permet de me connecter à une instance EC2 Windows ou à n'importe quel serveur Windows à distance d'ailleurs. Donc, il faut que je rajoute les informations pour pouvoir me connecter. Là, il me demande le nom ou l'IP de l'ordinateur auquel je souhaite me connecter. Donc ça, c'est une information que j'ai ici. Je vais juste cliquer. Je colle. Ensuite, je fais Add. Je double-clique pour me connecter. Et là, il me demande des informations. Il me demande un username et un mot de passe pour me connecter à l'ordinateur. Le nom d'utilisateur, je l'ai toujours sur cette page-là, donc je vais copier. C'est administrateur. Voilà. Et le mot de passe, je ne l'ai pas encore. Pourquoi je ne l'ai pas encore? Tout simplement, en fait, ici, il faut que je clique sur obtenir le mot de passe. Si je clique dessus, AWS me dit, pour obtenir le mot de passe, il faut utiliser la clé privée. Donc, c'est quoi la clé privée? Quand on a lancé l'instance EC2 tout à l'heure, on l'a associée à une key pair. Et quand j'ai créé la key pair, AWS m'a fait télécharger une clé privée sur mon ordinateur. Donc, c'est ce fichier que je dois utiliser, que je dois charger ici, pour pouvoir déchiffrer le mot de passe par défaut de l'instance EC2 Windows et ensuite pouvoir l'utiliser ici. Donc je répète, pour obtenir le mot de passe par défaut de l'instance EC2 Windows, il faut que je le déchiffre avec la key pair. Et la key pair, je l'ai sur mon ordinateur. Quand j'ai créé la key pair, j'ai téléchargé, enfin AWS m'a fait télécharger la clé privée automatiquement. Donc c'est ce que je dois aller chercher, c'est ce que je dois aller chercher et charger ici pour pouvoir déchiffrer le mot de passe administrateur et pouvoir l'utiliser et me connecter à l'instance EC2. Alors, j'ai chargé la clé privée en fait depuis mon ordinateur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur déchiffrer le mot de passe. Et quand je clique dessus, j'ai le mot de passe qui s'affiche et je peux tout simplement le copier maintenant qu'il est déchiffré. Et je retourne ici, je colle le mot de passe, je clique sur continue. Et voilà, je suis en train de me connecter à mon instance EC2 Windows à distance. Donc je vais juste... Je vais réduire la fenêtre pour que ça soit bien visible. Donc là, on voit que j'arrive à me connecter, le flux passe en RDP, et puis les identifiants aussi, ils marchent. J'ai pu mettre le mot de passe avec le bon username, donc administrateur, et je suis connecté à mon instance EC2 Windows. Alors, si vous avez terminé ce lab, n'oubliez pas de nettoyer les ressources, c'est très important. Donc, on a créé plusieurs ressources pour ce lab. Donc là, je vais fermer cette fenêtre. Maintenant qu'on sait comment se connecter à une instance EC2, Windows, en RDP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'instance. Donc, pour terminer l'instance, je vais revenir sur le tableau de bord, sur instance. Donc, là, j'ai la liste des instances EC2. Donc, j'en ai qu'une d'ailleurs. Donc pour la terminer, je vais la sélectionner, ensuite je vais aller dans état de l'instance, et puis je vais choisir résilier l'instance. Donc résilier, ça veut dire que j'en ai plus besoin, et je veux m'en débarrasser. Donc AWS va la résilier, va la terminer pour moi. Donc je clique sur terminer, et donc ça va prendre un peu de temps pour
terminé l'instance, son statut va passer de en cours de fermeture à résilié ou terminé, quelque chose comme ça en fait. Et puis une instance qui est résiliée, elle va rester ici pendant un certain moment. C'est normal, donc AWS va garder l'affichage de cette instance ici pendant quelques moments. Vous n'avez rien à faire vous de votre côté. À un moment donné, ça va automatiquement disparaître. Alors, autre chose qui a été créée et qui n'est pas supprimée automatiquement avec l'instance EC2, c'est le groupe de sécurité qu'on a créé en même temps que l'instance EC2. Quand vous supprimez l'instance EC2, il n'est pas automatiquement supprimé. Donc il faut venir ici, dans le groupe de sécurité. Donc voilà, c'est ce groupe de sécurité-là, Web Server Security Group. Il suffit tout simplement de le sélectionner, d'aller sur Action et de choisir Supprimer des groupes de sécurité. On confirme, et là, il est supprimé. Autre chose qu'il faut également supprimer, c'est la key pair. On a créé une key pair pour se connecter à l'instance EC2. J'en ai plus besoin. En tout cas, moi, pour ma démo, j'en ai pas besoin. Si vous êtes un jour en prod ou dans votre compte AWS, peut-être que vous en avez besoin pour vous connecter à d'autres instances EC2, mais là, c'était juste un lab. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller supprimer la key pair. Donc, il faut venir ici dans paire de clés. Donc, elle est là. Je la sélectionne. Je vais dans Action, Supprimer. Donc là, pour confirmer, il faut que je saisisse ici, Supprimer. Et je clique sur Supprimer, et la key pair est supprimée. Donc voilà, c'est tout pour ce lab. Qu'est-ce qu'on a vu pendant ce lab? On a vu comment démarrer une instance EC2 Windows. On a vu comment déployer un site web automatiquement avec un script user data, un script PowerShell qu'on a passé dans la partie user data. On a vu comment modifier le groupe de sécurité pour que le site web soit accessible, sinon il ne l'était pas, parce que le flux HTTP n'était pas autorisé. On a vu comment se connecter avec une key pair en RDP à l'instance EC2 Windows, donc avec un bureau à distance. Et ensuite, on a nettoyé les ressources, on a terminé l'instance EC2, on a supprimé le groupe de sécurité, et on a supprimé la key pair parce qu'on n'en a plus besoin.